Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Jean-Paul Chapelle, journaliste à France 2, France Télévisions, et je suis très content d'animer cette conférence des Journées de l'économie, une conférence qui est intitulée, je ne vais pas me tromper, sauver le modèle social européen. Donc déjà, il y a déjà trois questions, parce que existe-t-il ce modèle social européen? Peut-on, doit-on le sauver? Et puis enfin, comment le sauver? Pour répondre à ces questions, Patrick Artus, donc, qui est à côté de moi et qui a eu l'idée de cette table ronde et qui est donc évidemment membre du Cercle des économistes et également conseiller économique d'Ociam. Ensuite, Sylvie Goulard, qu'on remercie beaucoup d'être là avec nous. Sylvie Goulard, qui est donc ancienne députée européenne, professeure of practice à l'université de Bocconi. Et effectivement, initialement, si vous êtes attentif, vous savez que c'était Marie-Lise Léon de la CFDT qui devait être présente, mais elle a été appelée par le ministre du Travail et le Premier ministre pour la conférence Travail et retraite qui démarre aujourd'hui. Ensuite, Antoine Fouché, qui est président du cabinet Quintet, ex-directeur de cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, Jean Pisani-Ferry, senior fellow à Bruegel, donc l'Institut à Bruxelles, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE, qui est de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Sans plus tarder, je donne la parole à Patrick Artus pour planter le décor pour 5 minutes, si on peut respecter ce petit timing, pour que chacun puisse s'exprimer, puisse ensuite interagir, et puis vous qui êtes là, et même vous qui écoutez et regardez par les différents réseaux, vous pourrez poser vos questions en faisant le 07 67 99 79 57, et Ethan, qui est à côté de moi, va les sélectionner et les posera pour vous. Patrick, c'est à vous. Merci Jean-Paul, bon après-midi à tous. Donc pour 5 minutes, je vais, comme vous l'avez dit, planter le décor. D'abord, personne n'envie les États-Unis ou la Chine pour leur modèle social. Donc il n'est pas question de suggérer que le modèle social européen devrait s'inspirer des modèles sociaux de ces pays. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a 10% des personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Il y a un taux de pauvreté qui est le double du taux de pauvreté français, et que l'ensemble des dépenses dépenses sociales, les prestations sociales, représentent 26% du PIB en Europe et 9% du PIB aux États-Unis. Donc on n'a pas du tout envie de copier le modèle social américain. Pas plus qu'on a envie de copier le modèle social chinois. En Chine, pour donner qu'un chiffre, l'ensemble des dépenses de retraite, c'est 4% du PIB. En France, c'est 14,5%. Et donc les Chinois ont peu de retraite, peu de couverture maladie. Donc il s'agit bien de rester dans le cadre d'un modèle social généreux, universel, à la française. Alors, cela étant, ce modèle a beaucoup de problèmes. Il y a un problème de faible croissance structurelle qui réduit les recettes fiscales. Il y a un problème de faible taux d'emploi qui aussi a cet effet de réduire les recettes fiscales. On sait que si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on aurait des recettes fiscales supérieures de 5 points de PIB à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis surtout, il y a le vieillissement démographique qui va mettre à mal l'équilibre des régimes de protection sociale. Par exemple, sur le système de retraite, aujourd'hui, on a 1,67, pour être précis, en 2025, cotisants par retraité. Et en 2050, les estimations s'étagent entre 1,30 et 1,40. Donc, on aura évidemment, à règle inchangée, on aura
beaucoup de déficits du système de retraite. D'ailleurs, la Cour des comptes estime qu'en 2045, il y aura 30 milliards d'euros de déficit du système de retraite. Et c'est probablement pire pour les systèmes de protection maladie, parce que la dépense de santé, les dépenses de ville, les dépenses en hôpital, la dépense de santé est très très fortement croissante avec l'âge. Je donne juste 2 chiffres. Il y a 1 800 €, c'est la dépense de santé d'un Français entre 17 et 59 ans. J'ai pris un Français par exemple. Et donc 1 800 € entre 17 et 59 ans, 6 500 € entre 75 et 84 ans. Donc on va avoir une dégradation continue de l'équilibre des systèmes de protection sociale, en particulier la santé et les retraites. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, dernier point? Ça serait très très bien si on avait plus de gains de productivité. Parce que, à nouveau, si on avait gardé la tendance antérieure des gains de productivité en Europe, on avait 1% de croissance de la productivité, aujourd'hui elle stagne, et en France même elle a baissé depuis 2019, on aurait beaucoup plus de produits intérieurs bruts et beaucoup plus de recettes fiscales. Simplement, doper la productivité, ça nécessite des investissements qui sont suggérés par exemple par le rapport Draghi, et ça se heurte à la faible capacité d'investir davantage des pays européens et en particulier de la France. Accroître le taux d'emploi, ça serait un second remède, mais on voit que dans beaucoup de pays européens, l'âge de la retraite a été repoussé probablement jusqu'à la limite. Il est entre 65 et 67 ans. On ne va pas pouvoir jouer beaucoup plus sur l'âge de la retraite. Et puis que l'Europe, en ce qui concerne le taux d'emploi des jeunes, a un problème vraiment massif et croissant de qualité du système éducatif. Et augmenter la pression fiscale, l'Europe devrait normalement avoir pour objectif de réduire ce qu'on appelle le coût fiscal, c'est-à-dire l'écart entre le coût du travail pour une entreprise et le salaire net dans la poche du salarié. Évidemment, si vous augmentez la pression fiscale, au contraire, vous augmentez le coût fiscal. Et puis, il y a un problème de compétitivité coût qui exclut probablement toute hausse forte de la pression fiscale sur les entreprises. Et donc, malheureusement, je crois qu'il va falloir accepter des économies dans les systèmes de protection sociale européenne. Je sais que les camarades veulent discuter ça aussi. Et c'est les 2 économies qui viennent à l'esprit, et ça rendra pas populaire les gouvernements qui le mettront en place, mais je crois qu'il n'y aura pas le choix. C'est une sous-indexation structurelle des retraites sur les prix et qui réduira la dépense de retraite. Et c'est probablement une hausse du niveau des franchises médicales qui réduira la dépense de santé. Je suis preneur de toute idée qui éviterait ça. Je ne crois pas qu'on puisse éviter de faire ces économies à nouveau pour préserver un modèle universel et assez généreux de protection sociale. Merci Patrick. On aura l'occasion de faire préciser cette pensée sur la sous-indexation et les franchises, si ça s'adresse à tout le monde ou à une catégorie plus ou moins fortunée. Sylvie Goulard, peut-être votre vision européenne sur ce modèle social. Bonjour à tous. Oui, quand on parle de modèle social européen, Patrick a très bien évoqué les aspects de faiblesse de la croissance, de vieillissement et aussi notre attachement à ce qu'est ce modèle. Je crois qu'il est intrinsèquement lié à l'histoire de l'Union européenne et on l'oublie, mais dans le préambule du traité de Rome, la promesse qui avait été faite en 1957, c'était améliorer le niveau de vie et d'emploi des Européens. Et dans les années 60, 70, il y a eu ce développement. Ça a été également très sensible dans les pays qui nous ont rejoints, que ce soit l'Espagne et le Portugal ou les pays d'Europe centrale et orientale. Donc pendant longtemps, je dirais, l'Europe a bien été associée à cette promesse de modèle social qui, bien évidemment, il y avait toujours des gens qui étaient plus pauvres que d'autres. Et je dis pas du tout que tout était parfait, mais avec un système social qui était au cœur du projet. Alors, qu'est-ce qu'on a raté, si j'ose dire? Alors, d'abord, il y a un chiffre qui m'a énormément frappé dans le rapport Draghi, c'est qu'en gros, parce qu'on n'en a pas conscience, on n'en parle pas assez dans nos débats généraux, donc je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais c'est qu'en gros, on était à peu près aussi riches collectivement que les Américains au début des années 2000, et que les Américains, leur richesse a augmenté, et nous, on est restés, et on est à peu près à la moitié de ce que les États-Unis ont eu en plus. Donc,
Nous sommes dans un temps où, même si nous avons toujours l'impression d'être dans des pays qui sont riches, eh bien, la richesse intrinsèque du pays, celle qui peut financer le modèle social, a eu tendance à se réduire. Alors peut-être deux mots du système entre guillemets de décision à Bruxelles et d'autre part de ce qu'ont fait nos partenaires. Alors juste un petit rappel parce que souvent on a des attentes envers l'Europe, des attentes d'Europe sociale. Comment on s'est organisé ? Dans certains domaines, les compétences, on les a mises en commun. Par exemple, la monnaie, vous savez tous qu'il y a une banque centrale qui décide pour nous tous. Et déjà, dans l'union économique et monétaire, on est allé plus loin dans la monnaie que dans la mise en œuvre de politiques économiques communes. Ce qui explique d'ailleurs de grosses différences de taux de croissance ou de progression des pays à l'intérieur de la zone euro. Donc les gens qui vous disent c'est la faute à l'euro, ça dépend un peu comment on a géré dans chaque pays la politique économique. Ensuite, dans le domaine social, il y a un partage un peu plus léger de compétences qui permet d'avoir des benchmarks communs, d'avoir des standards communs, d'avoir la Commission qui a proposé des piliers sociaux, etc. Mais ça n'est pas, comment dirais-je, aussi... ça n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup plus de marge de manœuvre pour les États. Et puis, là où on arrive à un niveau qui est beaucoup moins intégré, c'est tout ce qui touche à la fiscalité, etc. Donc c'est bien pour voir que l'organisation que nous avons adoptée au fil des traités, je la commente pas, on peut être pour, on peut être contre, mais disons pour bien vous rappeler que il y a moins de choses faites ensemble, aussi parce qu'on a voulu laisser à chacun des États membres la possibilité de faire des choix. Par exemple, la France a pendant longtemps eu une politique d'encouragement aux familles que d'autres n'avaient pas, etc. Donc, on peut le vivre comme un manque, on peut le vivre comme une forme de respiration. Voilà un peu le paysage. C'est pour dire, donc, il n'y a pas un bouton, il n'y a pas à Bruxelles des gens qui vont régler le problème. Une partie des problèmes, notamment que notre pays a à régler, sont des problèmes franco-français qu'il faut que nous discutions entre nous. Et dernier point, je voulais simplement donner quelques éléments. Je préside un institut en Allemagne, j'enseigne en Italie, je suis pas mal dans des cercles comme Jean et d'autres européens. Dans ces cercles-là, on entend vis-à-vis de la France une certaine perplexité parce que certains pays ont fait des réformes. Et moi, je voudrais le dire en positif surtout. Je ne vois pas pourquoi ce que les Portugais ont pu faire pour remettre leur compte public en ordre, l'extraordinaire effort qu'a fait la Grèce dans des conditions qui étaient très différentes puisque il y a eu des plans imposés par l'extérieur et très douloureux, mais maintenant avec des performances de croissance et de développement qui sont tout à fait remarquables. Pour prendre que ces deux exemples, ou d'autres qui ont fait des réformes sous la pression de la nécessité ou parce qu'ils l'ont décidé. Tout ceci fait que le débat, notamment sur le budget et la réforme des retraites en France, est vu par nos partenaires qui sont un peu troublés. Par exemple, les Italiens, en 2011, parce qu'ils étaient au bord d'une crise financière très grave, ont augmenté en 15 jours l'âge de la retraite pour le porter à 67 ans. En Allemagne, c'est l'horizon qui a été adopté dans des circonstances moins graves, mais néanmoins, les Danois sont en train d'être à 70 ans et envisagent d'aller au-delà. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on a en Europe des marges de manœuvre nationales, c'est sûr, mais il faudrait que nos performances soient bien meilleures que celles des autres pour que nous puissions financer un modèle beaucoup plus généreux. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Après, quels sont les arbitrages qu'on fait à l'intérieur du pays entre la taxation du travail, la taxation du capital ? Il y a beaucoup de curseurs sur lesquels on peut jouer, je ne veux pas simplifier. Mais je m'arrête là. Mon message, c'est attention, nous sommes dans un système qui est un système collectif et dans lequel vous pouvez imaginer la source de frustration qu'il y aura si durablement un pays entend avoir un système beaucoup plus généreux que les autres, alors qu'il y a des transferts via le budget européen, il y a une responsabilité commune pour l'euro. Et je suis très, très frappée de voir que dans toute la discussion qu'on a eue ces derniers mois, la responsabilité de la France pour la pérennité de la monnaie unique est assez peu présente dans les discussions. Alors que, par exemple, c'était extrêmement le cas en Italie. On a une responsabilité pour nous-mêmes, évidemment, pour nos enfants, pour notre système, pour notre volonté, comme l'a très bien dit Patrick, de continuer à bénéficier des avantages. Mais il y a aussi une responsabilité collective. Et encore une fois, j'insiste en positif, des exemples qui peuvent nous laisser penser que ce que d'autres ont fait, nous arriverons à le faire. Merci.
Merci beaucoup. Alors, tout de suite, à votre droite, Antoine Fauché, qui, en plus de ce que j'ai dit, a écrit un livre, Sortir du travail qui ne paie plus, et qui a intéressé notamment les médias, mais pas que, et qui a donc des idées sur la façon de taxer le travail et le reste. Merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, sur ce sujet, je voudrais insister sur 3 points en introduction dans les 5 minutes qui me sont imparties. Le premier point, c'est qu'il y a un lien direct entre notre modèle social et notre choix de société en tant que société d'individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société d'individus s'il n'y a pas d'État-providence qui se substitue aux parents, à la famille, aux différentes communautés, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, face aux risques de la vie. Quand il y a encore 2 siècles, quand vous tombiez malade, que vous perdiez votre emploi, quand vous étiez trop vieux pour travailler, c'était la famille qui vous aidait, le village, la communauté. On n'était pas une société d'individus parce que les individus n'étaient pas indépendants. On ne peut pas être indépendant comme individu quand on est face au risque de la vie, totalement dépendant de ses parents, de ses enfants, de sa communauté. Et donc, tout ce qu'on a construit depuis à peu près un siècle, un peu plus, c'est une substitution de l'État aux différentes communautés, des plus restreintes aux plus larges, pour devenir une société d'individus autonome et libre. Et donc, en ce sens, renoncer à notre modèle social, c'est renoncer à être une société d'individus. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que du coup, comme l'État, au sens large, État et sécurité sociale, s'est progressivement substitué sur tous les risques de la vie, à la famille, aux parents, aux enfants, aux différentes communautés, l'État social n'a cessé de croître, son poids, comme l'a dit Patrick juste avant, n'a cessé de croître dans la richesse nationale qu'on a créée. Si je remonte que sur les 50 dernières années, il y a 50 ans, les dépenses sociales, donc tout ce qui protège contre les risques de la vie, tous les différents risques, c'était 22% du PIB. Aujourd'hui, c'est 33%. Donc, en un siècle, on a fait 11 points de PIB. Alors, je pense que c'est les chiffres français, ça. Hein. On a fait 11 points de PIB. Qu'est-ce que c'est 11 points de PIB? En euros constants, c'est 330 milliards d'euros. C'est à peu près 5 fois et demi le budget de l'éducation nationale, par exemple. Et ce dont on n'a pas conscience, mais qui, quand on y repense, est assez logique, c'est qu'en fait, depuis un demi-siècle, les dépenses sociales, de protection sociale, ce sont les seules dépenses en pourcentage du PIB qui augmentent dans notre pays. C'est-à-dire, on dit souvent, oui, mais c'est nos dépenses publiques qui augmentent. Non, les dépenses de défense ont plutôt baissé, même si elles remontent ces dernières années. Les dépenses d'éducation n'ont pas monté en 50 ans. Les dépenses de sécurité non plus. Les dépenses de justice non plus. Bref, toutes les dépenses de services publics n'ont pas monté en pourcentage du PIB. Les seules dépenses qui ont augmenté, ce sont les dépenses sociales. Sur les 11 points, c'est 7 points de retraite, 3 points d'assurance maladie, 1 point de solidarité. Et c'est normal, puisque, encore une fois, l'État, au sens large, se substitue à la famille ou aux communautés pour tous les risques de la vie. Sauf que ça a un effet direct sur lequel on est en train de buter et qui est en train de remettre en cause du coup notre État-providence, et me semble-t-il pour des bonnes raisons, c'est que, alors ça c'est notre choix français, mais on a quasi uniquement, pas que, mais quasi uniquement financé la hausse de ces dépenses sociales par les gens qui travaillent. On est 68 millions de gens qui travaillent, 68 millions de gens en France, 28 millions de gens qui travaillent, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Et c'est essentiellement ces 28 millions de personnes qui ont financé la hausse des dépenses de protection sociale, de sorte que, par exemple, les cotisations retraite en un demi-siècle, elles ont doublé. Vous mettiez 15 points de votre salaire pour payer la retraite de vos parents il y a 50 ans. Aujourd'hui, les gens qui travaillent, ils mettent 28 à 30 points de leur salaire pour payer la retraite de leurs parents. Et ça, c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui fait que les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération depuis 1945 qui n'améliore plus sa vie en travaillant. C'est pas la seule raison. Hein. La raison principale, comme l'ont esquissé Patrick et Sylvie avant, c'est la baisse ou le ralentissement, de la productivité. Mais le fait que l'écart entre ce que gagnent les gens en travaillant et ce qu'il leur reste n'ait jamais été aussi grand qu'aujourd'hui est l'un des facteurs qui explique que pour la première fois, encore une fois, depuis 1945, les gens qui travaillent aujourd'hui, depuis 15 ans, donc c'est trop long pour être une crise,
c'est pas encore complètement une génération, mais presque, n'améliorent plus leur niveau de vie matériel. Il n'y a pas que le matériel dans la vie, mais n'améliorent plus leur niveau de vie matériel en travaillant. Évidemment, on part de beaucoup plus haut. On n'est pas en train de dire qu'on vit moins bien en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On vit mieux. Mais la nouveauté, c'est qu'on vit à peu près de la même manière qu'il y a 15 ans et que c'est la première fois, encore une fois, depuis 45, que sur 15 ans, le niveau de vie des gens qui travaillent ne s'améliore pas. Et donc, d'où la question, mais ce qui sera, je pense, une partie de l'objet de notre discussion aujourd'hui entre nous et avec vous, qui est, et si on veut à nouveau avoir de la promotion sociale grâce au travail, c'est-à-dire que le travail soit le premier facteur explicatif de la richesse entre nous. Ça ne l'est plus, c'est la naissance. Depuis quelques années, c'est redevenu la naissance. Que le travail permette à la majorité des gens qui travaillent d'améliorer leur niveau de vie. On peut l'appeler ça émancipation sociale, vivre dignement de son travail, plein de manières de l'appeler. Si on veut ça et préserver notre modèle social, c'est possible, mais il faut le financer en grande partie autrement et en transférant une partie de la recharge qui est quasi uniquement sur les gens qui bossent vers les personnes qui gagnent autrement leur argent qu'en travaillant, enfin qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, immédiatement en tout cas. Et c'est juste pour ouvrir le débat. Et je me tais. Il y a 3 types de revenus. La rente, les retraites et l'héritage. Et une fois qu'on a dit ça, on voit pourquoi on ne le fait pas. Mais ça sera le débat. Merci. Alors, Jean Pisani-Ferry. Merci. Moi aussi, je suis très content d'être ici pour ce débat. Je crois que vous avez été dit jusqu'à présent, et avec quoi je suis largement d'accord, c'est qu'on fait face à un problème structurel. Ce n'est pas un problème d'un moment, c'est un problème qui est lié à, d'un côté, la démographie, de l'autre côté, lié à la question de la productivité. Et je pense que ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment on peut améliorer les choses aussi de manière structurelle. Aujourd'hui, si on regarde les projections qui ont été faites, pour les retraites, on a une projection de stabilité de la part des retraites dans le PIB, mais parce qu'on a une hypothèse de productivité à 0,7% par an qui apparaît aujourd'hui trop optimiste, en tout cas par rapport aux politiques qui sont en place. Le déficit du régime des retraites vient de la baisse des cotisations, pas de la hausse des prestations. Mais c'est probablement en bonne partie artificiel. Si on regarde du côté de l'assurance maladie, en fait, on a un vieillissement, et pour les raisons que disait Patrick tout à l'heure, on a donc une augmentation annuelle des dépenses de santé qui est très liée à la démographie et donc qui implique que on a besoin de trouver 4 milliards par an pour financer les dépenses de santé. Donc on est dans une seringue et la question c'est comment en sortir. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Il y en a une qui n'a pas été évoquée, qui est est-ce qu'il y a dans le système des sources de gain d'efficience? C'est-à-dire est-ce qu'on a un système qui est sous-efficace du point de vue de l'usage qui est fait des fonds publics qui lui sont attribués? Alors c'est pas vrai retraite, puisque les retraites, il n'y a pas de perte d'efficience entre prestations retraite et ce qui est touché par les retraités. En revanche, c'est vrai pour la santé. Donc là, il y a quelques réserves qu'on peut essayer de mobiliser et qui peuvent permettre, en tout cas pendant un temps, de compenser cette dérive de santé. On peut aussi, sur les retraites, jouer, mais c'est à quel point c'est peu populaire, même une hostilité à l'égard de ça. Et là, la suspension de la réforme des retraites, de ce point de vue-là, c'est un signe très, très fort, très lourd du fait que le consensus social est plutôt revenir en arrière sur la réforme plutôt que de continuer à poursuivre la question de la durée du travail.
Donc, on peut agir là-dessus, mais ce ne sera pas facile, il faudra émettre beaucoup de capital politique. En revanche, il y a l'ingénierie fiscalo-sociale dont vient de parler Antoine. Le thème, on va changer la structure des prélèvements de manière à déplacer la charge du financement de la production sociale, du travail essentiellement sur des assiettes plus larges. Mais ça demande énormément de ce débat, ça demande d'investir un capital politique considérable et ça ne marche qu'une fois. Pas de résoudre notre problème permanent. Ce qui est en revanche un levier sur lequel on peut agir, c'est d'essayer de trouver des moyens d'augmenter la productivité. Parce qu'aujourd'hui, la France, l'Europe en général, ont une productivité, une croissance de la productivité, c'est-à-dire une croissance de la production par heure de travail qui est très inférieure à celle des... Donc, si on se compare là à un pays qui est comparable de sa structure économique, on se compare à un pays qui est très proche de nous du point de vue de sa structure économique, et il y a quelques années, on avait une meilleure performance en productivité que celle des États-Unis. Ce qui s'est passé les derniers temps, c'est que notre productivité, particulièrement en France, mais de manière générale en Europe, elle s'est mise à ralentir puis à stagner, alors qu'aux États-Unis, elle s'est mise à augmenter. Donc pour moi, ce qu'il faut chercher comme solution, c'est une combinaison de mesures qui permettent de financer temporairement un rehaussement de l'efficacité de la dépense sociale, l'efficience de la dépense sociale, encore une fois essentiellement la dépense d'assurance maladie. Il faut par ailleurs essayer, s'attacher à relever le taux de croissance de la productivité. Ça, c'est possible, mais évidemment, ça demande aussi des efforts importants pour y parvenir. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui peut y concourir. Par exemple, le fait de dire qu'on peut créer une Europe d'épargne et d'investissement, ça en fait clairement partie. Et ça ne demande pas d'efforts surhumains, ça ne demande pas de mise en capital, ça demande simplement qu'on essaie d'utiliser l'épargne plus efficacement. Merci Jean. Mathieu Plane. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais juste peut-être compléter sur un ou deux points. C'est vrai que on y est attaché en réalité au modèle social au moins français et le modèle social européen. Que finalement, c'est une singularité dans le monde. On le dit peut-être pas assez. Je l'ai dit en introduction, mais je regardais quelques statistiques. La France, l'Europe consacre en moyenne 27% de son PIB à la dépense sociale. Et il faut savoir que ça représente 50% de la dépense sociale mondiale, alors qu'on n'est que 6% de la population. C'est pour vous dire que les autres pays, en fait, n'ont pas du tout la même construction de dépenses sociales. Et la France, en Europe, est en plus en haut du lot. Donc, on a vraiment un modèle social extrêmement large et très particulier. Alors, qui a eu des réussites. D'abord, on est attaché pour ça parce que effectivement, ça permet d'avoir une couverture assez large. Ça a permis quand même de réduire assez massivement les inégalités. En fait, quand on se compare à l'international, l'Europe est la zone du monde où les inégalités sont quand même les plus contenues, même si elles existent encore, les contenues. Et donc, finalement, ce modèle social, il a réellement des vertus. Son problème, c'est qu'il a un coût, quoi. Et que son coût, aujourd'hui, on a du mal à trouver des financements, surtout face à ce mur de dette dans lequel on est. C'est pas que la France qui a une dette publique élevée. La France est dans une situation un peu paradoxale en ce moment. Mais si on prend les autres pays aussi de la zone euro, à part l'Allemagne, j'allais dire, la dette publique est relativement élevée. Et puis, tous les pays sont confrontés à un choc de vieillissement inédit. Parce que l'effet du baby-boom, il n'a pas été que français. On le retrouve dans beaucoup de pays, plus l'allongement de l'espérance de vie. Et donc, vous vous retrouvez confronté à un modèle social qui a grossi à travers le temps, couvre aussi de mieux en mieux, mais qui coûte de plus en plus cher. Et le remède qu'on avait pour ça jusqu'à présent, c'était la croissance. La croissance, alors, pose des problèmes, mais elle a une vertu, c'est qu'elle fait des recettes. Et en fait, quand vous avez une croissance qui est dynamique, vous avez des recettes pour financer votre modèle social.
Et là, vous êtes percuté par 3 choses, pour moi. C'est un niveau de dette très élevé, donc vous ne pouvez plus recourir beaucoup à la dette. D'accord ? Au fond, une croissance qui devient anémique. Et donc, du coup, quand on fait des projections, on ne peut plus se tabler sur des 2,5% de croissance. Au maximum, on est sur 1,5%, mais ça change tout, ça, sur le financement du modèle social. Et puis, vous avez le choc du vieillissement qu'on connaît, qui est dans les débats actuels. Hein. On parle des débats des retraites. Il y a les débats autour de la santé dont on parle assez peu, mais à mon avis, qui sont au moins aussi importants que ceux sur les retraites. Et donc, on est face à ça. C'est comment faire pour préserver ce modèle social dans un monde qui change, dans un monde où la croissance se raréfie et vous avez un vieillissement marqué des populations. Et donc, là, le tour a été montré, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Hein. Il y a des choix politiques à faire, sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend plutôt, c'est finalement préserver un modèle social assez large, tout en augmentant le pouvoir d'achat, tout en étant compétitif, tout en réduisant la dette et atteindre nos objectifs carbone. Et ça pose un petit souci. C'est-à-dire que si quelqu'un a cette baguette magique, il faut tout de suite voter pour lui. Hein. Et le problème, c'est qu'on est confronté à ces choix politiques qui sont très forts. Donc c'est vrai que la première solution, elle est assez évidente en fait, hein, assez évidente, mais après la mise en pratique, elle est difficile. C'est quoi ? C'est qu'il faudrait augmenter le nombre de personnes en emploi. Et ça, c'est clair. Effectivement, si on avait un taux d'emploi des jeunes et des seniors qui était plus élevé, ça ferait plus d'activités, donc plus de ressources fiscales. Et donc, ça faciliterait le financement du modèle social. Le deuxième point, alors ça ne nous aide pas sur le financement global, c'est que vous pouvez faire des transferts fiscaux au sein des ménages ou entre ménages et entreprises. Mais à la fin, c'est un ménage différent qui peut payer. Est-ce que c'est un actif ou un retraité ? Est-ce que c'est un revenu financier ou un revenu du travail ? Donc, on peut générer des transferts, mais ça ne nous dit pas comment on comble les besoins de financement à venir. Ça, c'est le deuxième point. Par contre, un point qui a été évoqué et qui me semble important, c'est qu'on est à la fois face à ce défi du financement du modèle social, mais on est aussi face à un défi qui va être majeur, qui est le plus grand, j'allais dire la plus grande transition, le plus grand, les plus grandes successions, les plus grands héritages devant nous, devant les 15 prochaines années. Pas moi qui ai fait les calculs, hein, mais enfin, ils ne sont pas très compliqués, mais en gros, il y a 9 000 milliards de transmissions qui vont être faits dans les 15 prochaines années, qui vont avoir pour aussi effet plutôt d'accroître les inégalités entre ceux qui héritent et ceux qui n'héritent pas, sachant que ceux qui héritent en général sont plutôt dans des positions plus favorables. Et donc la question, elle va se poser aussi sur le financement à travers l'héritage. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est assez important, hein, et qui est assez central dans le débat. Et puis, le point, là, je rejoins Jean qui en a beaucoup parlé, c'est effectivement comment relancer la croissance. Et là, ça veut dire il faut des plans d'investissement, c'est le rapport Draghi, c'est l'innovation, c'est comment on fait pour monter en gamme, comment on génère plus de croissance, plus de productivité. C'est assez fondamental. Et or, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a ce modèle social qui coûte cher, mais on a aussi un décrochage de la croissance vis-à-vis du reste du monde. Et donc ça boucle pas, ça boucle pas. Et puis, un dernier point qui n'a pas été trop évoqué, il y a la question de l'immigration. La question de l'immigration, on est un peuple vieillissant. Il y a des zones du monde qui le sont beaucoup moins. Est-ce que, du coup, alors ça pose d'autres problèmes, hein, c'est un sujet qui n'est pas que économique, mais la solution aussi démographique, aujourd'hui, quand vous avez un solde naturel qui décroît comme ça, il y a aussi une question qui peut passer par peut-être plus d'immigration, qui est quand même un débat assez difficile à mener, mais qui est difficile, au regard de ce qui nous attend dans les prochaines années, de complètement l'évacuer. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à ce stade, vous pouvez continuer à poser des questions. Je sais qu'il y en a plusieurs sur la fiscalité, sur l'héritage, etc. On va y venir. Un point quand même, parce que le titre, c'est « Sauver le modèle social européen ». Est-ce que nous, Français, on a un problème particulier parce que jusqu'à présent, on a quand même été assez pudique là-dessus. Et est-ce qu'on peut prendre... Alors, je sais que les modèles ne sont pas faciles à dupliquer, mais est-ce qu'on peut prendre exemple sur des voisins qui ont réussi leur réforme ? Peut-être Sylvie ? J'avais essayé un petit peu de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas s'abstraire du contexte européen ni du contexte mondial. D'ailleurs, ce qui a été dit de comparaison de notre productivité, voilà. On ne vit pas sur une autre planète. Là où il y a une dimension française, je pense aussi, c'est dans la manière brutale dont on gère les questions sociales. Et que probablement, sans jeter la pierre à personne, pour faire passer
des réformes qui sont difficiles, il faut probablement beaucoup de doigté, beaucoup de discussions, et peut-être aussi, par exemple, la capacité à considérer les divers degrés de pénibilité des jobs. Enfin, c'est quand même une chose qui, pour pas mal de gens dans d'autres pays, est assez évidente. On commence à travailler très jeune dans certains métiers, on est à l'extérieur, on est fatigué, on s'arrête un peu plus tôt. Les gens qui ont la chance d'être dans des positions plus confortables. Donc, bon, premièrement, nous ne pouvons pas nous abstraire du contexte. Deuxièmement, les autres ont fait des réformes. Alors, parfois avec le couteau sous la gorge, hein, j'ai rappelé l'Italie, réforme des retraites en 15 jours. Enfin, le gouvernement de Mario Monti, on dit toujours que c'est un gouvernement technique, mais il avait 90% de soutien au Parlement quand même, hein, quand on est allé le chercher. On voulait qu'il puisse faire des choses, et les partis politiques l'ont critiqué après, mais sur le coup, ils ont accepté. Donc, après, vous avez des pays dans lesquels, et je remercie Mathieu d'avoir mentionné aussi l'immigration. Par exemple, je crois que dans ce qui se passe dans la péninsule ibérique, où il y a un taux de croissance très élevé, il y a aussi une ouverture plus grande à une immigration, alors qui vient peut-être beaucoup d'Amérique du Sud, qui peut-être considérée, hein, moi je ne veux pas porter de jugement, mais plus proche culturellement ou autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que personne n'a de baguette magique, et que ce qu'il faudra arriver à faire, c'est utiliser tous les instruments de l'augmentation de la richesse collective qu'on peut distribuer, à la manière dont on partage. Et là, je crois que l'appartenance à l'Union européenne, c'est aussi quand même un endroit où on est au contact des autres, où on échange, où on peut, et ça a été dit d'ailleurs dans le débat sur les retraites et sur le budget. Je crois qu'il y a des modèles à trouver, et non seulement des modèles en termes techniques, mais aussi pour les Français, l'idée qu'on ne voit pas pourquoi ils seraient... Enfin, moi, je viens de Marseille, les couillons de l'Europe, quoi. Enfin, on n'est pas plus bête que les autres de ne pas arriver à mettre les choses en ordre, et de ne pas arriver à prendre des mesures qui soient des mesures... Alors, évidemment, tout ce qui est structurel est compliqué. Tout ce qui touche, par exemple, à l'héritage, moi, ayant été élue, je sais à quel point c'est délicat, y compris dans un pays où l'égalité est placée au sommet des revendications françaises. Hein. C'est Tocqueville qui le disait. Mais malgré tout, là, quand on touche à l'héritage, qui est un des facteurs d'inégalité, parce que tout le monde a envie de laisser quelque chose à ses enfants, je crois que c'est un peu humain. Voilà. Enfin, en tout cas, par exemple, il y a aussi des contre-modèles. Il y a des pays d'Europe dans lesquels, par exemple, sur la taxation de l'héritage, ils sont loin derrière nous. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on va toujours prendre modèle sur les autres, mais en tout cas, cette discussion qui a lieu au niveau européen et ces échanges entre nous sont extrêmement importants. Étant entendu que, comme le dit le titre, hein, il s'agit quand même de sauver le modèle social. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on ait tous une certaine forme de gravité. Quand vous discutez avec les Grecs et que vous voyez ce qui leur est arrivé, j'ai pas envie que ça arrive à mon pays. Quand vous discutez avec les pays baltes qui, à cause de la menace de Poutine, sont arrivés pour entrer dans la zone euro à diviser les salaires des fonctionnaires par 2, on n'a pas forcément envie que ça arrive. Donc, il vaudrait mieux qu'on prenne des mesures intelligemment, sans brutalité, peut-être avec plus de discussion, mais qui mettent les comptes en ordre. Alors, ces propos ont fait réagir déjà Patrick, Jean et puis Antoine. Alors, Patrick, d'un mot. Oui, juste d'abord une remarque sur les programmes de mes trois camarades. Mais, Antoine, ce que vous proposez, c'est de répartir différemment la charge. Mais ça ne modifie pas la charge, et la charge va augmenter avec le vieillissement. Jean, oui, mais la productivité, ça ne vient pas de nulle part, quoi. Ça nécessite beaucoup d'investissements, ça nécessite une structure différente de l'épargne. Donc, effectivement, bon, l'union de l'épargne d'investissement aiderait. Enfin, on voit que c'est un long combat. Et puis, Mathieu, le taux d'emploi, enfin, le taux d'emploi, il est bas en France, par la mauvaise situation du système éducatif, et 2, par le rejet collectif du report de l'âge de la retraite. Donc, il y a peu d'espoir sur le taux qu'on ait une hausse significative du taux d'emploi. Donc, sur les jeunes, moi, quand je vois que par rapport à l'Allemagne, on a 150 000 gamins qui sortent sans rien chaque année du système scolaire et de formation, alors qu'en Allemagne, j'idéalise pas, mais enfin, la plupart de ces jeunes, on leur a trouvé une voie qui d'ailleurs a des passerelles, hein, je le souligne, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait des passerelles aussi pour passer de formation plus technique vers retrouver les études. Moi, ça me fait de la peine pour ces jeunes, avant toute chose, parce que là, on discute de manière hyper théorique, quoi. Le taux de productivité, moi, je ne me résigne pas à ce qu'il y ait autant de jeunes en France qui soient sur le carreau. D'ailleurs, je ne me résigne pas non plus, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, du fait que les femmes soient beaucoup moins bien payées que les hommes à travail égal. Ça aussi, peut-être, ça pourrait faire partie. Donc, notre marché du travail a des carences.
je crois qu'il faut travailler sur tout. Il faut travailler sur les jeunes, il faut travailler sur les femmes, il faut travailler sur les retraités. Sur les jeunes, vous n'avez pas l'impression que l'alternance s'est développée ces dernières années quand même? Enfin, vous avez... Oui, on a développé tout ça. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'il y a tout un parcours qui se met en place en Allemagne et des possibilités de passerelles dont je ne vois pas encore la couleur en France. En Allemagne, vous avez des gens, ils sont patrons d'une boîte en ayant commencé comme apprentis. Parce qu'ils ont monté les échelles, mais à un moment donné, on les a réintégrés. Enfin, en tout cas, il n'y a pas la même différence. Et à mon avis, tant qu'on n'arrivera pas là, on séparera. Et quand on discute avec des apprentis, les jeunes, ils sont beaucoup exploités en ce moment aussi. Donc, c'est mieux que de les laisser dehors, mais c'est une société dans laquelle on a une paupérisation des jeunes travailleurs qui, moi, comme maire d'ailleurs, me choque beaucoup. Jean? Oui, je voulais juste ajouter, il y a quand même des modèles étrangers desquels on peut s'inspirer. Bon, par exemple, le modèle danois de fonctionnement du marché du travail, qui aboutit à 2,5% de taux de chômage. Donc, c'est comme un moyen. Et parce que ce modèle a privilégié la protection des personnes à la protection de l'emploi. Le modèle suédois des agences, qui évite les doublons dans le fait qu'enfin, en France, quand on a, ou en Italie, quand on a une fonction de l'État, elle est remplie par plein d'administrations. Avec le modèle des agences, il y a une administration en face d'une fonction de l'État. Et puis, en Suède aussi, par exemple, il y a un équilibre structurel du système de chômage, enfin, du système de retraite. On paye des retraites qui ne génèrent pas un déficit global du système de retraite lissé sur quelques années pour annuler les effets de la conjoncture. Donc, on a des expériences étrangères qu'on pourrait s'inspirer. Simplement, j'observe que passer de la protection de l'emploi à la protection de la personne, c'est très, très rejeté par la plupart des syndicats. Réformer l'État, ça a pris 7 ou 8 ans de débats, de discussions et de montée en régime en Suède. Et l'équilibre du système de retraite, c'est-à-dire en fait une règle automatique d'équilibre du système de retraite, ça serait extrêmement compliqué à avoir. Mais enfin, il y a des expériences étrangères qui améliorent beaucoup la situation de la protection sociale. Oui. Jean, on a tenté la retraite à points en France, mais on n'a pas réussi. On a tenté la retraite à points et je regrette que cette réforme n'ait pas abouti. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est qu'en France, on a fait 6 ou 7 réformes des retraites. Donc chaque gouvernement, chaque législature attaque le problème, se heurte à l'opposition sociale, le résout partiellement et passe le bâton dans la législature suivante qui reprend les choses et ça crée une espèce de traumatisme collectif sur le fait qu'il y aura toujours des réformes des retraites plutôt que de faire comme dans d'autres pays. Et là-dessus, je prendrais l'exemple de la Suède et l'exemple des États-Unis, où on a programmé l'évolution du système de retraite sur une durée de 40 ans. Donc, c'est très, très différent. Donc, aujourd'hui, en France, on est encore trop incapable de faire ça. Je ne dis pas, ça ne dit rien sur la nature des décisions à prendre, mais ça dit quelque chose sur l'horizon. Dans le prolongement de ce qu'a dit Sylvie il y a un instant, je pense qu'effectivement qu'il faut prendre la question de sauver le modèle social très très au sérieux, parce que ça va pas de soi, et si on fait rien, dans, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 20 ans, mais on peut, par la contrainte extérieure, être obligé de l'abandonner en grande partie. Pourquoi? Et on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 20 ou 40 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les chiffres de Mathieu Plane, je pense, qui l'ont mieux explicité. C'est qu'on est, nous Européens, 6% de la population mondiale, 50% des dépenses sociales dans le monde. On peut faire ça tant qu'on est plus éduqué, plus industrialisé, plus technologique que les autres. Parce qu'on travaille moins, on produit plus en travaillant moins. Et donc, avec le surplus, on le redistribue dans le social et les couvertures contre les risques de la vie. Mais quand on a perdu son avance éducative et son avance technologique, et c'est notre situation aujourd'hui,
l'innovation technologique, elle n'est plus en Europe. Les peuples les mieux éduqués du monde, ils sont plus européens. Donc, quand on a perdu son avance par rapport au reste du monde et que les autres n'utilisent pas leur richesse créée comme nous pour faire beaucoup de social, mais pour le réinvestir dans des dépenses d'investissement, par exemple, qui vont encore accroître leur avance technologique et éducative, à la fin, on creuse le niveau de vie. Et ce qui est en train de nous arriver, aujourd'hui, nous, Français, on est 26e PIB par habitant. On était le 5e PIB par habitant il y a 50 ans. On a perdu 20 places. À ce rythme-là, on sera 50e en 2060. Bon. Donc c'est très, très concret. Et ça veut dire, et là, je rejoins vraiment Patrick, ça veut dire qu'on est, à un moment donné, le fait de changer la base de financement de protection sociale, ça ne suffit pas. Il faut réduire la part du social dans le PIB. Pas pour le plaisir ou pour faire de l'application idéologique néolibérale, etc. Non, pas du tout. Mais pour bien équilibrer la protection contre les risques du présent, qui sont la maladie, la vieillesse, le perte d'emploi, et les risques de l'avenir, qui sont d'être un pays ou un continent appauvri par rapport au reste du monde dans 20 ou 30 ans. Et donc de prendre un peu sur le social pour mettre un peu dans l'investissement. Il ne s'agit pas de tout mettre en l'air, mais si on veut préserver notre modèle social, il faut qu'on ne soit pas trop quand même largué au point de vue technologique et éducatif, et c'est la pente qu'on est en train de prendre. Et l'effort est quand même assez important, parce que si on se dit, à quoi ressemblerait par exemple un espèce de plan RUEF en référence à ce que la France a fait à la toute fin de l'année 1958 pour remettre la France à flot, non pas pour des années, mais pour des décennies, il faudrait faire, sous le contrôle de gens, au moins 34 milliards d'euros, me semble-t-il, pour financer la transition énergétique de finances publiques. Il faut mettre 25 à 30 milliards d'euros dans l'éducation pour payer correctement nos enseignants, réduire la taille des élèves dans la classe. Si les États-Unis nous lâchent sur la défense, on a besoin d'un point de PIB de plus, ça fait 30 milliards. Le Conseil d'orientation des investissements dit que si on veut remettre à flot notre réseau ferroviaire, il faut 5 à 10 milliards d'euros par an pendant 15 ans. On a 25 à 30 milliards d'euros de déficit de compétitivité pris par rapport à l'industrie allemande. Donc, si on veut remettre l'industrie française à flot, il faut encore 25 milliards. Et pour stabiliser la dette, c'est le calcul de Jean Tirole qui participe au GECO dans une autre salle, il faut 120 milliards. Quand on additionne tout, en fait, si on voulait faire le choix de nous protéger contre les risques de dans 20 ans, au seul niveau français, il nous faudrait 250 milliards d'euros par an, versus les 44 milliards d'euros de François Bayrou. Alors, les 250, on ne les fait pas en une année. Hein, mais... et là, si on veut aller, c'est en quelques années qu'il faut aller les chercher, même si c'est 250 par an. Pardon pour tous ces chiffres, mais je pense que ça donne l'ampleur de l'effort et ça montre, et c'est là où je voulais en arriver, ça montre qu'on n'arrivera jamais à faire ça, c'est-à-dire à réorienter nos dépenses publiques pour préparer notre avenir et faire en sorte qu'on ne soit pas un peuple appauvri dans 20 ans, sans toucher au social. Parce que sur les 1700 milliards de dépenses publiques, le social, c'est 900. Et donc, on ne peut pas aller réorienter 250 sans aller toucher au social. Et les deux grands ordres de grandeur qu'on a, c'est de travailler beaucoup plus longtemps, alors 3 ans, ça représente à peu près 100 milliards d'euros. Et, comme l'a dit Patrick, de geler la revalorisation des retraites pendant 5 à 10 ans. Et ça fait aussi une centaine de milliards d'euros. Et donc, du coup, en ordre de grandeur, on commence à s'approcher de quelque chose qui est raisonnable, mais me semble-t-il, comme à moyen terme, c'est vrai que ça ne sert à rien de changer l'assiette de financement de la protection. Ça marche à court terme pour que le travail paye plus en gardant un bon niveau de protection sociale. Mais à moyen terme, la seule chose qui nous garantit et un modèle social protecteur et un travail qui paye, c'est la productivité. Et que la seule manière de faire de la productivité, c'est d'investir dans l'éducation et dans la technologie. Il faut qu'on trouve les moyens de le faire. Et donc, il faut qu'on dégage les moyens financiers. On ne peut pas le faire par endettement. On a déjà le taux record du monde de dépenses publiques. Donc, il faudra bien qu'on réoriente pour sauver le modèle de... Il faut demander des efforts, j'ai terminé comme ça, demander des efforts au modèle social d'aujourd'hui pour sauver le modèle social de demain. Oui, alors je vais donner la parole à Mathieu, mais effectivement, vous nous avez donné le tournis avec tous ces milliards et peut-être qu'on se dit que sur la défense et le climat, on n'est peut-être pas tout seul et il y a peut-être effectivement un financement supranational européen qui pourrait entrer en jeu. Mathieu ? Oui, alors c'est vrai que la note est salée, hein. Je ne vais pas aller au restaurant avec toi, hein. 250 milliards. Bon, non, mais ça montre que si on aligne les chiffres, on arrive à des choses qui sont assez démentielles.
et qu'on est assez d'accord pour dire qu'une des réponses, ça serait de relancer la dynamique économique, l'industrie, l'innovation, la croissance, la productivité. Le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que c'est des investissements de long terme. Avant qu'un système éducatif soit performant et qu'on investisse dedans, c'est à l'horizon d'une génération. Or, le choc démographique, il est sur les 15-20 prochaines années. Donc, on a quand même déjà un problème de financement, j'allais dire, assez rapide. Faire des réformes structurelles, ça prend du temps aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais j'allais dire, on ne résout pas le problème les 5-10 prochaines années. Et ça, c'est un point fort. Et l'autre élément évident, je pense qu'il y a maintenant aussi des éléments à mettre sur la table, c'est que si on regarde depuis 40 ans la hausse de la dépense publique en point de PIB, elle est intégralement liée à la hausse de la dépense sociale. Et dans cette hausse de dépense sociale, c'est à 95% les retraites et la santé. Et qui sont une nécessité, mais par contre qui mangent la possibilité de dépenser ailleurs ou d'augmenter les prélèvements, parce qu'on a déjà un niveau de prélèvement élevé. Et donc c'est vrai que la question de l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans les technologies, l'investissement dans la défense, qui sont des points importants, le risque, c'est de renoncer à ça. Et donc, est-ce que, au fond, est-ce qu'il faut faire des arbitrages? Et ça va être un point assez délicat et difficile à mener, parce qu'à côté de ça, on a besoin d'un système de santé qui protège, d'un système de retraite qui fonctionne bien. Mais force est de constater, c'est qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà. Et qu'aujourd'hui, dans le débat, peut-être qu'on a un peu cette illusion de penser qu'on va réussir à tout faire. Or, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle pour aller de ce côté-là. Merci. On va passer aux questions, parce qu'il y en a beaucoup sur la fiscalité et l'héritage, mais juste un mot, mais très, très bref. Jean ? Oui, un mot pour dire quand même que le tableau n'est pas aussi noir qu'il semblerait, parce que 250 milliards, ça fait très peur, mais il y a quand même un certain nombre de dépenses qui sont loin d'être efficaces ou efficientes. Quand je pense, par exemple, au financement de l'apprentissage, très cher, pour essentiellement, non pas pour permettre à des jeunes de faible qualification de passer un apprentissage, mais pour permettre à des jeunes diplômés de se former en apprentissage. Partie de la dépense qui est ça. Il y a la dépense d'éducation, il y a quand même beaucoup d'inefficience dans le système. Ce n'est pas une dépense dans laquelle on n'aurait pas à faire des gains sur la manière dont l'argent est dépensé, avec des réformes de structure du système éducatif. De la même manière, dans la santé, il y a aussi des gisements qui permettent non pas de baisser la dépense et de baisser du coup la qualité des soins, mais de maintenir ou d'augmenter la qualité des soins pour un coût plus faible. Patrick, d'un mot ? Oui, juste, je voudrais insister sur ce qu'a dit Antoine, qui est très important. Enfin, le jugement sur les politiques économiques en France a été, depuis 20 ans, pratiquement exclusivement fait sur leurs effets sur la consommation à court terme. Et si on avait maximisé l'effet sur la consommation à long terme, on aurait une structure de la dépense extrêmement différente, parce qu'effectivement, on aurait privilégié les dépenses productives, les dépenses d'investissement, et pas les dépenses de soutien de la consommation. Et d'autres points, et un autre point, et je finis là-dessus, mais est-ce qu'on croit que quelconque gouvernement français va transférer 250 milliards d'euros de la dépense de protection sociale aux dépenses qui font de l'investissement? La réponse est non. Donc si on sort du normatif et qu'on va dans le positif, je crois qu'on peut être assez inquiet, et que le scénario le plus probable, malheureusement, c'est le scénario où on va réformer à minima et on va rester avec un sous-investissement massif. Alors, là-dessus, non, juste un élément, enfin, arrêtez de croire à l'exception française de ce point de vue-là, qui nous arrivera rien parce qu'on est nous. À un moment donné, ça peut mordre, je ne sais pas sous quelle forme. Ça peut être une attaque militaire à laquelle on n'est pas capable de répondre. Ça peut être une attaque sur les marchés qui nous met à genoux, comme la Grèce ou quasi l'Italie en 2011, ou l'Angleterre, effectivement, très juste. Enfin, je crois que franchement, cette idée qu'on peut ignorer les problèmes, enfin, moi, c'est le message que je veux vous passer. Et remarquez quand même une chose, c'est que parmi beaucoup de gens qui prétendent à être élus, vous en avez beaucoup qui nient complètement le problème du changement climatique et de la dégradation de la nature.
ne vous faites pas avoir là-dessus, quoi. Il faut que les citoyens soient exigeants vis-à-vis des partis et que les gens qui se soumettent à un scrutin apportent des solutions. Après, ces solutions peuvent être plus libérales, plus vertes, plus sociales, plus ce qu'on veut. Mais moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est l'incapacité dans notre pays à affronter des problèmes en apportant une solution, je dirais, raisonnablement convaincante. Et juste une chose, Antoine, parce que là aussi, il faut éviter de généraliser. Il y a des points dans lesquels la situation des Français n'est pas très différente de celle des Européens. Sur l'éducation, un certain nombre de pays du nord de l'Europe font mieux que nous. Ils ont réagi aux études PISA de l'OCDE qui ont été publiées pour la première fois il y a quasiment 25 ans, en prenant des mesures. Et à force de dire ça ne portera que dans une génération, on ne le fait pas. Mais du coup, on n'a pas les... Donc, il y a eu des choses qui ont été faites, le doublement des classes de CP, des choses comme ça. Bon, je ne veux pas noircir le tableau et beaucoup d'enseignants se donnent du mal, y compris en emmenant leur classe au GECO, donc on les remercie. Mais encore une fois, regardons de manière fine ce que les Finlandais, les Suédois, les Danois sont capables de faire, et j'ai cité aussi à dessein le Portugal, l'Espagne ou la Grèce, parce qu'après, sinon, on nous dira, mais ça, c'est les protestants du Nord, nous, on n'est pas comme eux. Non, il y a aussi des gens du Sud qui arrivent à se réformer. Alors, Antoine voulait parler, mais il va peut-être avoir l'occasion de répondre à une question de la salle. Il y en a beaucoup, et de la salle et du monde, parce qu'il suffit de se connecter. Et c'est Ethan qui va poser la première question sur la fiscalité. Bonjour à tous. Donc, la première question va être la réduction des dépenses sociales ne pourrait-elle pas être compensée par une augmentation de la taxe sur les grandes fortunes, comme le propose la taxe Zuckman? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la taxe Zuckman. Mathieu? Ce qui est pratique, c'est que on peut la recycler partout, hein, pour le financement du modèle social, de l'éducation, boucher le trou du budgétaire, etc. Non, mais la question, elle a été soulevée. Au-delà de la blague. Non, mais au-delà de la blague. Alors, la taxe Zuckman, après, je pense qu'on ne va pas faire un débat sur la taxe Zuckman ici, parce que ça prendrait trop de temps, même si personnellement, je ne suis pas forcément favorable. Mais en revanche, les chiffres sont clairs. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est un peu une particularité aussi française-européenne, c'est qu'on a à la fois un modèle social qui couvre beaucoup, mais on a aussi beaucoup d'épargne. Alors qu'on aurait pu imaginer que, justement, quand vous êtes couvert, vous avez moins d'épargne. Donc, ça veut dire que la bonne nouvelle, ce qu'on dit beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'épargne en Europe. Et qu'en fait, cette épargne, c'est aussi du patrimoine. Et que ce patrimoine-là, ou cette épargne, peut être utilisé pour être investi. D'ailleurs, c'est ce qui est dans le rapport Draghi, hein, c'est réorienter l'épargne vers de l'investissement européen. La question va se poser aussi avec la transmission patrimoniale. Le prix du foncier a fortement augmenté ces 30 dernières années. Les prix des valorisations financières ont beaucoup augmenté. Vous avez un choc démographique qui fait que vous avez des flux successoraux qui vont être massifs. On parle de grande transmission. Ça va représenter énormément dans notre économie ces transmissions-là. Alors, certes, c'est extrêmement impopulaire de taxer l'héritage. Hein. Mais est-ce qu'on va pouvoir se passer de ça? Est-ce qu'on va pouvoir se passer de ça dans un monde où l'argent, en fait, va être plutôt là, sur les patrimoines? Et quand on dit pour l'économie, il faut plutôt taxer la rente, bah, évidemment, on va aller voir plutôt de ce côté-là, plutôt que d'aller dire on va alourdir encore la taxation du travail. Antoine, effectivement, la Sécu, traditionnellement, est financée par le travail, hein, depuis 1945, des cotisations, mais pourquoi pas taxer les grandes fortunes? Oui, et puis juste répondre à la question aussi d'avant, quoi qu'on pense de la taxe Zuckman, je pense que le diagnostic sur lequel elle est fondée, je ne parle pas de la solution, mais le diagnostic, lui, me semble vraiment bien documenté et incontestable. C'est-à-dire que à la toute fin, vers les 0,001 personnes les plus riches, le taux d'imposition décroît, donc on a un sujet d'équité fiscale. Mais de toute façon, ce n'est pas le bon ordre de grandeur. C'est-à-dire que vouloir combler les trous de la Sécu en taxant les riches, c'est comme de vouloir combattre le changement climatique en interdisant les vols d'avion. Alors que les vols d'avion, c'est 2% des gaz à émissions d'effet de serre, donc il vous reste 98% du problème. Si vous prenez la taxe Zuckman ou la taxe sur les riches, a un effet constitutionnel, hein, ou alors il faut changer la Constitution pour mettre en place des trucs confiscatoires. Mais c'est 5 à 10 milliards d'euros versus, comme je vous ai dit tout à l'heure, 890 milliards de dépenses chaque année qui croît de 2 à 3%. Donc vous financez même pas une année, en taxant les riches, comme on dit de façon un peu populiste, vous financez même pas une année d'accroissement des dépenses sociales dans notre pays. Donc ça montre que c'est pas, il faut le faire au nom, ou aller dans cette direction, me semble-t-il, au nom de la justice fiscale et de l'équité fiscale.
oui, mais ne pas raconter des cracks aux gens sur le fait que ça va pouvoir exonérer la totalité, quasi-totalité de la population d'un effort historique qu'on a devant nous. Et oui, pourquoi est-ce que le changement d'assiette se pose? Parce que, en fait, c'était très malin en 1945 de faire financer la sécurité sociale sur le travail pour deux raisons. C'est que deux guerres mondiales en 30 ans avaient détruit le patrimoine. Donc, si on avait financé la Sécu par le patrimoine, on n'aurait pas financé grand-chose. Et deux, le travail était très dynamique. Il était très dynamique pour deux raisons. C'est un, évidemment, la démographie, et deux, la productivité, qui fait que c'est comme si on augmentait la capacité productive de chacun. Non seulement le nombre de travailleurs augmentait très vite, c'est plus de 250 000 par an versus 50 000 aujourd'hui, et en plus, la capacité productive de chacun de ces 250 000 travailleurs qui augmentaient chaque année était décuplée. 80 ans après la fondation de la Sécu, c'est plus du tout le même sujet sur les deux questions. C'est-à-dire que au lendemain de la guerre, le patrimoine représentait à peu près 2 années de revenus. Aujourd'hui, c'est 10 années de revenus. Le patrimoine des Français, c'est 10 fois le PIB. Et le travail n'est plus du tout dynamique pour les deux raisons. Un, il y a une stagnation démographique. C'est pour la première fois depuis 1945, la population active n'augmente quasiment plus. Et après 2035, c'est demain matin, d'après l'INSEE, ça va même baisser. Donc on va être de moins en moins nombreux à travailler pour de plus en plus de gens à la retraite. Et la productivité, elle n'augmente pas, ou elle a considérablement ralenti, même si on peut faire encore des choses pour essayer de la redresser un peu. Et donc c'est être fidèle à l'esprit de 45, c'est-à-dire à un esprit de responsabilité pour avoir un modèle social finançable, que de switcher, pardon sur l'anglicisme, de switcher beaucoup du travail, qui est une base qui, malheureusement, base fiscale, qui ne s'améliore, enfin n'augmente plus, alors que les besoins augmentent, vers le patrimoine et la consommation. Je vais en dire un mot peut-être très rapidement, on aura peut-être la question sur la TVA sociale après, donc je suis déjà trop long. Alors, merci. Il y a d'autres questions sur la fiscalité? Une deuxième question qui va porter sur l'héritage. Donc, l'héritage contribue-t-il à perpétuer les inégalités sociales? Et ne serait-il pas plus juste de réformer le système afin de mieux redistribuer les richesses entre les générations? Question sur l'héritage, Patrick? Oui, moi, je veux bien commencer. Bon, je crois que l'immense majorité des économistes serait favorable à une taxation plus élevée de l'héritage et une taxation moins élevée des revenus, et en particulier des revenus liés à l'innovation. Bon, et on sait que c'est totalement pas la perception collective, mais c'est la perception de beaucoup d'économistes. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, quand vous taxez davantage l'héritage, vous ne prenez pas les entrepreneurs par surprise. Les entrepreneurs peuvent préparer la transmission de leur entreprise sur plusieurs dizaines d'années. Quand vous augmentez la taxation des patrimoines, par exemple, il y a le débat sur les créateurs d'entreprises, qui n'ont pas de revenus, dont toute la fortune consiste dans les parts de leur entreprise. Et donc, c'est beaucoup plus facile de gérer une taxation du patrimoine au moment de sa transmission qu'au cours de la vie. Et puis, et donc ça c'est le premier argument, quoi. C'est beaucoup plus facile. Et le second argument, j'oublie le second argument. Je passe là. Une autre question? Est-ce que la mise en place d'une TVA sociale serait une solution? Non, ça a été dit, mais oui. Ok. Non, mais on reste sur l'héritage. On reste sur l'héritage. Non, mais voilà, les chiffres sont quand même assez conséquents. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais dans les années post-guerre, l'héritage, les successions, les donations, ça représentait dans les 30 glorieuses, c'était entre 5 et 7% du PIB par an. Aujourd'hui, on est à plus de 20% PIB et on devrait monter dans les années à venir pas loin de 30%. Donc ça change en fait la distribution des richesses, cette affaire-là. Et une fois de plus, quand le prix du foncier a pris x2, x3, c'est pas parce que vous avez créé de l'innovation ou de la richesse. C'est juste que vous avez transmis du patrimoine qui a pris de la valeur.
Et l'autre chose, c'est que au fond, les gens, enfin, c'est pas moi, hein, il y a des études qui montrent bien ça, c'est que les personnes qui reçoivent les héritages sont souvent, en général, dans des situations sociales plus favorables que ceux qui n'en reçoivent pas. Et donc, vous renforcez les inégalités. Donc, fatalement, vous avez le risque de créer une société de rente, même si on a un attachement à l'héritage, parce qu'il y a une histoire familiale, il peut y avoir plein de choses derrière. Moi, je n'ai pas envie de dire je veux taxer l'héritage. Je dis juste que d'un point de vue macroéconomique, c'est là qu'il y a de l'argent en réalité et qui pose un problème parce que cette transmission, en fait, elle n'est pas forcément favorable à l'économie. Voilà. C'est uniquement d'un point de vue analytique macroéconomique. Oui. Oui, Patrick a retrouvé un point. Non, je pense que la concentration des patrimoines, c'est pas du tout un jugement moral ou politique, c'est mauvais pour l'économie. Et quand on avait, au début des années 1900, au début du XXe siècle, quand on avait une concentration très forte des patrimoines qui passait par l'héritage, hein, la fortune héritée, c'était 90% de la fortune à cette époque, on avait une économie très peu dynamique parce que, en fait, les clés de l'investissement étaient détenues par très peu de personnes. Quand vous avez un patrimoine très concentré, il y a très peu d'individus qui peuvent décider de faire des investissements, d'investir dans des entreprises. Et donc, je crois que c'est très efficace de répartir beaucoup plus sur beaucoup de personnes hein, la propriété du patrimoine, parce que vous multipliez les initiatives, hein, vous rendez beaucoup plus d'initiatives finançables. Une explication enfin, une hypothèse, pas une explication, mais une hypothèse à partager, à soumettre à débat sur pourquoi est-ce qu'on est devenu quand même une société largement rétive, d'après les sondages en tout cas, à la taxation de l'héritage. On prend n'importe quel sondage, IFOP, Ipsos, Elab, c'est toujours plus de 80% des gens qui sont hostiles à la taxation de l'héritage, même s'il y a 60 à 70% des gens qui ne payent pas de droits de succession. Oui, une hypothèse que je mets sur la table, c'est que contrairement à il y a 50 ans, l'héritage est devenu une manière beaucoup plus efficace, et je dis ça le cœur serré, mais une manière beaucoup plus efficace d'aider ses enfants qu'avant. Parce que dans une situation où, avec l'inflation des diplômes, bien travailler à l'école ne garantit plus une bonne situation, et dans une situation où, pour la première fois depuis 45, encore une fois, pardon, c'est un peu mon obsession, mais bien travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie matériel, ce n'est plus la meilleure manière d'aider ses enfants. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est assez documenté. C'est évidemment une bonne école, mais c'est beaucoup moins vrai qu'avant, de leur faire de bonnes études. Et c'est beaucoup moins vrai qu'avant aussi qu'ils aient un bon métier. Et donc, ce qui reste, c'est de leur transmettre ce qu'on a. C'est la garantie. Et donc, on est dans une certaine forme de cercle vicieux, me semble-t-il, parce que, en fait, moins le travail paye, plus les gens sont attachés à l'héritage, parce que ce sera un moyen pour eux de compenser le fait que le travail de leurs enfants ne paye plus. Et si je peux me permettre, vous niez le premier point que vous avez fait au début. Au tout début. Non, mais c'est vachement intéressant, c'est pas pour vous coincer. Vous avez dit au début que la protection sociale dans les mains de la puissance publique était liée au fait que les individus ne recevaient plus d'aide de leur famille ou de leur communauté ou ne voulaient plus en avoir. Donc en fait, on est déjà entré dans un système dans lequel les gens ne croient plus que l'avenir est totalement assuré. Les deux coexistent, je ne suis pas sûr d'être complètement coincé, parce que on peut vouloir à la fois être protégé par l'État de l'ensemble des risques de la vie, d'où l'État-providence, et aidé par ses parents. Et la meilleure manière d'être aidé par ses parents, c'est d'avoir un héritage. Me semble-t-il, c'est pas... Non, c'est pas antithétique, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien que le système collectif se fissure et que probablement dans la réaction sur les patrimoines, y compris de la part de gens qui n'ont pas des gros patrimoines, parce qu'en fait la vraie difficulté c'est que tout le monde pense que ça va s'appliquer à soi alors que les grandes masses elles ne sont pas sur les petits épargnants, et c'est cette notion de repli sur d'autres formes de solidarité, et c'est à mon avis c'est un signe qui montre plutôt que le système est en train de se désagréger. Juste un chiffre là-dessus pour illustrer ce que vient de dire Sylvie, c'est que la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que le patrimoine est tellement concentré en France, c'est-à-dire que pour passer du premier au dernier décile, de 10% qui ont le moins aux 10% qui ont le plus, c'est un facteur 157.
alors que sur le travail, c'est un facteur 3. Pour passer des 10% les moins bien payés aux 10% les mieux payés en France, vous multipliez votre salaire simplement par 3, de 1 400 € à 4 000 €. Sur le patrimoine, c'est 157. Donc, du coup, donc en plus fait, d'inégalités. les inégalités, elles sont patrimoniales. Elles ne sont pas de la rémunération. Tous les gens qui travaillent sont à peu près dans la même situation, en ordre de grandeur. Pas du tout au niveau du patrimoine. Et donc, dans cette inégalité, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on peut ne pas taxer 90% des héritages pour concentrer la taxation sur les 10%. On rentre dans les 10% à partir de 500 600 000 € par personne, par héritier. Et la deuxième bonne nouvelle en plus, c'est qu'on n'a même pas besoin d'augmenter les taux, mais simplement de mettre des taux planchers, parce que, en fait, avec tous les exonérations, abattements qu'il y a, le vrai taux de taxation de l'héritage en France, c'est 6%. Les taux apparents montent jusqu'à 45% à partir d'1,8 million. Mais le vrai taux, quand on prend en compte tous les abattements, exonérations, donations, etc., c'est 6%. Donc, il suffirait qu'on monte à 15 ou 12 pour doubler. Donc, ça ferait 40 milliards d'euros de recettes au lieu de 20 chaque année. Si vous recevez 1 million d'euros, il vous en reste 850 000. On ne bascule pas en Union soviétique. Et on a quelque chose qui commence à redistribuer un peu de patrimoine sur 10-20 ans. Bon, 20 milliards de plus, c'est effectivement un peu comme la taxe Zuckman, d'après Zuckman lui-même. Jean, un mot sur l'héritage. Est-ce que c'est une vraie piste ou c'est... Non, je crois que c'est une vraie piste. Simplement, on se heurte à cette réalité que c'est extrêmement impopulaire. Oui. Et ça, tous les sondages et toutes les études d'opinion un peu approfondies. Parce que la pédagogie est inefficiente. C'est pas une question de pédagogie, c'est une question de... Je pense que c'est un sentiment profond qui est que on n'est plus protégé, ce que disait Antoine à l'instant, on n'est plus protégé par le système social, donc on tient d'autant plus à son héritage. Okay. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre. C'est la survie. Non, mais c'est la survie, c'est la perpétuation de quelque chose. C'est ce qui nous projette au-delà de notre condition humaine et de notre propre mort. On se projette dans ces enfants, quelle que soit la qualité des relations ou pas vis-à-vis d'eux. On est quand même content qu'une entreprise familiale se poursuive. Et je pense que tout ça, il faut en tenir compte dans les études économiques. S'il y avait un moyen peut-être je sais pas, de répondre à cette très très forte conviction psychologique que l'héritage, on n'y touche pas, peut-être qu'on y arriverait. Et encore une fois, je le dis de manière neutre. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus que les aspects économiques. Mais pour le plaisir du débat, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais ça a toujours été valable. C'est-à-dire, il y a un siècle, on survivait à la mort par ses enfants aussi. Il y a 50 ans aussi. Et il y a 50 ans, ce n'était pas du tout les mêmes sondages. On était des rentiers. Non, mais il y a 50 ou 80 ans, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis très frappée, par exemple, de ce qui s'est passé en Allemagne. Je parle sous le contrôle des grands économistes qui sont là, parce que je ne suis pas... En Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un espèce d'effet d'écrasement total, quand ils ont introduit le Deutschmark en 1948, avant de créer la République fédérale. Il y a eu un effet d'écrasement des patrimoines. Il y avait d'abord les grandes familles qui avaient parfois été nazies, donc on leur a soit pris leurs outils, soit, enfin, certains ont refleuri assez vite, mais enfin, il y a quand même eu un moment d'érasement complet. Et ça a contribué au miracle allemand, parce que justement, les compteurs sont remis à zéro et les talents comptent plus que le fait d'être le fils de son papa. Après, on a vu le système revenir malgré tout, parce que c'est plus fort que nous, tout ça. Il y a eu des mesures explicites, parce que ces héritages, ces patrimoines avaient été effectivement extrêmement rognés, mais de manière extrêmement inégale. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient conservé l'intégralité de leur fortune. Il y avait des gens qui on avait perdu une bonne partie, et puis il y avait des gens qui avaient traversé la frontière avec 2 valises. Donc le débat qu'il y a eu en Allemagne à ce moment-là est très intéressant, parce que ça a fait de la taxation du patrimoine un élément de justice sociale et fiscale. Ça s'est appelé le Lastenausgleich, l'égalisation performance, des charges, pardon, l'égalisation des charges. Et ça, dans ce genre de situation, c'est tout à fait possible.
Alors, OK pour l'héritage. Il y a un autre impôt qui est un peu plus fréquent que l'héritage. C'est la question suivante. Va porter sur la TVA sociale. Est-elle un outil de justice sociale ou alors un impôt qui est déguisé sur la consommation? Alors, la TVA sociale, c'est Bon, alors, il faut rappeler un ce que résultat économique. C'est si la TVA sociale, c'est baisser les cotisations sociales, alors soit des salariés, soit des employeurs, et financer ça par une hausse de la TVA. Alors, on peut montrer que cette manipulation, alors s'il s'agit des cotisations sociales des employeurs, cette manipulation est complètement équivalente à une dévaluation de la monnaie, donc du franc, et pas de l'euro, du franc. S'il s'agit des cotisations sociales des salariés, ça a un très fort effet redistributif en fait, puisque le poids de la consommation est décroissant avec le revenu. Donc c'est une mesure qui est assez défavorable aux salariés pauvres et assez favorable aux salariés riches. Donc a priori, on parle plutôt d'une substitution de la TVA aux cotisations sociales des employeurs. Et alors la question c'est, est-ce que on veut, dans l'Union européenne, dans l'euro, avoir une mesure de politique économique qui est extrêmement agressive vis-à-vis de nos partenaires européens. Puisque d'évaluer le franc, c'est gagner de la compétitivité vis-à-vis des autres pays de la zone euro. Donc en réalité, si on exclut ce gain de compétitivité indu, quoi, je dirais, et agressif vis-à-vis des autres, on n'est pas très très positif sur la TVA sociale. Alors il reste la version d'Antoine qui est simplement un élargissement de l'assiette, par exemple en baissant les cotisations sociales des employeurs et en augmentant la CSG, ou en baissant et à ce moment-là vous avez simplement un effet d'assiette. Que la protection sociale sera financée, comme le dit Antoine, plus par les revenus du capital et plus... aussi par la TVA. Hein. Il y a 50 milliards de plus de TVA, si j'ai bien lu son livre. Hein? Et en plus, c'est juste. C'est juste quoi? C'est injuste la TVA parce qu'elle frappe. C'est juste sur le plan de l'équité, mais elle frappe de la même manière les pauvres et les riches. La taxe sur la valeur ajoutée, on est d'accord? Pas dans la version MEDEF. Enfin, la version MEDEF fait ça. Et la version Sarkozy, pardon de le dire comme ça, 2007, oui, c'est exactement comme vient de le dire Patrick, c'est l'équivalent d'une dévaluation du franc, c'est-à-dire d'une perte de pouvoir d'achat. Peut-être il y a des gens dans la salle qui pensent qu'il n'y a plus le franc. Non, je ne sais pas. Non, parce que vous n'êtes pas très clairs tous les deux. Je suis désolée. Mais le mécanisme est assez simple. Si vous baissez l'évaluation de l'euro-franc, en fait, on va l'appeler euro-franc. Si vous baissez les cotisations sociales des entreprises et que vous augmentez la TVA, je passe sur l'effet d'assiette. Vous avez comme la TVA taxe les importations et pas les importations, vous avez le prix des biens importés qui devient supérieur au prix des biens domestiques, parce que le prix des biens domestiques baisse à cause de la baisse des cotisations sociales. Et donc, c'est vraiment l'équivalent d'une dévaluation. Une dévaluation, ça rend les importations plus chères et les exportations moins chères pour les autres, quoi. C'est une forme de protectionnisme. Alors, on revient sur vite, parce que je voudrais la défendre quand même. Il y a une manière de faire la TVA sociale qui est profondément juste socialement et compétitive. Et ce n'est pas la manière qui a été choisie ni en 2007, ni la version qui est défendue aujourd'hui par le MEDEF. Et cette version-là, qui pourrait être d'abord profondément juste socialement, elle consiste à faire un switch, pardon, à nouveau pour l'anglicisme, non pas sur les charges employeurs ou entreprises, mais sur les cotisations salariales ou la CSG. Et dans ce cas-là, ça change tout d'un point de vue social, parce que l'arbitrage, c'est plus une mesure qui est bien pour les personnes qui gagnent bien leur vie et moins bien pour les pauvres ou les gens qui gagnent moins bien leur vie, mais c'est un arbitrage entre les travailleurs et les retraités. Alors, on peut ne pas le faire, mais ça devient ça la question de fond de politique économique. Pourquoi? Parce que si vous faites 10 points, par exemple, ce que je propose dans le bouquin, 10 points, suppression de la CSG sur tous les revenus d'activité, ou 10 points de cotisation salariale en moins, et que vous le financez en partie par la TVA, il faudrait à peu près 3 ou 4 points de TVA.
ça fait, pour tous les gens qui bossent, qui gagnent le SMIC ou 10 000 euros par mois, 7 points de pouvoir d'achat en plus. Les prix augmentent de 3, les salaires augmentent de 10. Donc, tous les gens qui bossent gagnent. Ceux qui perdent, c'est ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, et pour lesquels, évidemment, par exemple, les pensions ne sont pas indexées. Et donc, à ce moment-là, oui, mais ce n'est plus un sujet travailleur riche, travailleur pauvre, c'est un sujet travailleur retraité. Après, on peut ne pas vouloir le faire. Mais c'est ça la ligne de partage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, c'est vrai que si vous faites une baisse de cotisation salariale, donc une augmentation du salaire net des gens qui travaillent, et que comme les cotisations sont proportionnelles, vous avez plus quand c'est 10% de 5 000 euros que 10% de 2 000 euros. Mais là aussi, comme on a 4 points de TVA dans notre pays, on pourrait très bien baisser la TVA sur les produits de première nécessité, par exemple les produits alimentaires, qui sont majoritairement consommés proportionnellement au salaire par les revenus les plus modestes, et augmenter plus fort que 3 ou 4 points les biens qui sont essentiellement ou quasi exclusivement consommés par les revenus les plus élevés. Puis le troisième argument, me semble-t-il, parce qu'il y a un côté un peu déprimant, je trouve, sur ce débat, parce que Sylvie disait tout à l'heure, on n'est pas une exception, mais oui, justement, on n'est pas une exception, et donc on devrait regarder ce que tous les pays qui ont conservé une industrie en Europe ont fait avec la TVA. Et ils ont tous fait une TVA beaucoup plus importante que la nôtre. Parce que c'est ce que Patrick a expliqué tout à l'heure. La TVA, elle est payée par les entreprises qui produisent à l'étranger et qui vendent en France. Les cotisations salariales, ou qu'elles soient employeurs ou salariés, elles sont payées que par les gens qui travaillent en France. Et donc la mondialisation depuis 30 ans, elle a notamment consisté à dire « Écoutez, vous les Français, vous êtes trop chers ». Le switch sur la TVA, ça consiste à dire aux entreprises chinoises, écoutez, vos biens, ils sont trop chers. Donc la TVA que vous allez les prendre dans votre marge et vous n'allez pas la répercuter sur les prix. Et donc, comme aurait dit ma grand-mère, on est quand même un peu ballot, nous, Français, de faire payer notre protection sociale par 28 millions de gens qui travaillent, alors qu'on pourrait la faire davantage payer par 168 millions de gens, 68 millions de Français et 100 millions de touristes. C'est quand même, à un moment donné... Il y a quelque chose sur lequel on devrait se remettre en cause. Et Sylvie, tout à l'heure, demandait, ou c'était Patrick, pardon, mais où est-ce qu'il y a des modèles européens? Tous les pays qui ont plus de 20% de PIB dans l'industrie ont 5 à 7 points de TVA en moyenne de plus que nous. C'est tous les pays du Nord et les pays et l'Allemagne notamment. Parce que nous, avec nos 20 points, et après je me tais, avec nos 20 points, on a l'impression d'avoir un taux très élevé de TVA. Mais on a 4 taux, et il y a un rapport de la Cour des comptes sur la réalité de la TVA, pardon, j'ai oublié le titre, mais il est en ligne, qui montre que notre taux réel moyen, quand on prend notre taux à 2, 6, 5, 10, 20, notre taux réel de TVA, il est à 9,7. Ça fait de nous le 23e ou le 25e pays d'Europe qui taxe dont la taxation de la consommation est le plus faible dans les recettes publiques. Donc on a une fiscalité de consommateur favorisant la consommation et pas une fiscalité de producteur. Et à la fin, ça se voit sur la productivité. Bon, vous avez des supporters, Mathieu? Non, oui, pour rebondir sur ce que dit Antoine, c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait des gros mouvements fiscaux quand même. Hein. Juste pour dire ça, c'est que là, tu parles d'une centaine de milliards d'euros globalement. Et 3 points de TVA, tu es plutôt à 30. Ouais. Et tu as tous les taux de TVA, donc il nous en manque un petit peu pour boucler l'affaire financière. Et ça fait un transfert quand même massif entre actifs et inactifs, retraités et autres inactifs qui vont quand même payer très cher cette addition. Moi, je trouve intéressant, on peut le faire à la marge. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est un peu ce qu'a fait quand même Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, hein, avec la baisse des cotisations salariées, là, aux EACSG. À la fin, ça revient à peu près au même. Moi, juste dans le débat, ce que j'ai retenu, c'est que les retraités n'étaient pas contents et que les actifs n'ont pas sauté au plafond. Mais bon, moi, je suis d'accord pour alléger Alors déjà, il faut préciser ce qu'est la TVA sociale. Et moi, quand Emmanuel Macron a commencé à en parler, le MEDEF a tout de suite pensé à la TVA sociale que lui avait en tête, c'est la baisse des cotisations employeurs. Or, moi, je pense qu'on est à la limite de l'exercice. On est passé sur les exonérations de cotisations patronales, il faut quand même le dire. Même si ça peut être bénéfique pour l'industrie, pour la compétitivité, de 20 milliards en 2014 à 80 milliards. Et je rappelle juste ça, aujourd'hui, les cotisations patronales au niveau du SMIC, on est quasiment les plus bas du monde. Pas sur le reste. Hein. Et ça veut dire que donc déjà, il faut préciser quelle TVA sociale on fait. Et
Moi, je dis juste, le montant que tu proposes, c'est massif. Alors, c'est intéressant parce que c'est massif, mais ça fera des transferts entre ménages qui vont être très forts. Et l'autre chose, c'est que les employeurs peuvent tenir compte aussi que ta cotisation, ta CSG a baissé et que donc tu négocies plus sur le brut ou sur le super brut. Et donc, tu peux récupérer une partie sur ces marges. Et là où je trouve ça difficile, c'est que ça ne règle pas le problème du financement global et du modèle social. C'est que tu crées un transfert et après, en plus, il faut trouver, ce que tu dis, 250 milliards pour réduire. Donc là, on est sur 350 milliards de transferts. Je ne sais pas si politiquement, c'est supportable, hein, même si je trouve que c'est intéressant de le mettre dans le débat. Non, je ne vais pas contribuer à jongler avec les milliards. Je voulais juste faire une petite remarque pour les gens qui sont dans la salle. Quand vous entendez des politiques, Antoine n'est pas encore candidat pour 2027, mais quand vous entendez des gens qui vous parlent de modifier la TVA, rappelez-vous quand même que ça se fait à Bruxelles. Pas les taux internes. Non, mais en tout cas, on ne peut pas, et c'est un peu l'argument qu'avait Patrick, il y a l'aspect juridique, de certains taux, on peut les déplacer ou pas, mais il y a aussi le fait que tout ça, ça contribue à des modifications des conditions économiques collectives dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est intéressant. Moi, je trouve ce débat vraiment bien, parce que ça met au moins un peu des nouvelles idées sur la table. Simplement, je ne suis pas certaine de tous les chiffres qui ont été donnés sur les taux de TVA, parce que, par exemple, la deuxième industrie d'Europe, c'est l'Italie. Et en Italie, il n'y a pas les taux de TVA d'Europe du Nord. Donc, bon, il est vrai qu'il y a une pénétration chinoise énorme en Italie, etc. On va pas épiloguer là-dessus. Enfin, c'est juste pour dire, il y a les problèmes de la France qu'on doit régler comme Français, et puis il y a l'appartenance au système collectif qu'on doit simplement au moins garder à l'esprit pour des raisons juridiques ou pour des raisons économiques. Okay. Jean, vous voulez dire un mot sur la TVA et sinon, il y a une dernière question de... Oui. Alors, dernière question de la salle pour conclure. La dernière question va être sur le financement de la sécurité sociale. Est-il encore viable à long terme avec le vieillissement de la population et les dépenses croissantes? Un mot de conclusion. Vous l'avez déjà dit, mais... On l'a déjà largement dit. C'est le problème auquel on cherche une solution. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution durable sans retrouver les gains de productivité. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'effet de ciseau entre la hausse des dépenses de santé et la faiblesse des cotisations sociales et des recettes de l'assurance maladie. Donc, je pense que c'est... ou de la CSG, pareil. Donc, je pense que c'est ça. Et la solution, elle ne passe pas par des... je suis d'accord avec ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire il faut énormément de capital politique pour faire les réformes que propose Antoine. Énorme. La question, c'est est-ce qu'il est mieux employé là ou est-ce qu'il est mieux employé dans des mesures qui s'attachent à augmenter le taux de croissance de la productivité. Je crois que c'est mieux employé dans des mesures de ce type que dans l'ingénierie fiscale. C'est ça, c'est un autre débat. Ok. Un mot de conclusion? Oui, de toute façon, la boucle est bouclée, parce que la question est à peu près celle de la table ronde. Non, je pense que dans le débat, on a essayé de donner des pistes sur le financement du modèle social et les défis qui nous attendent. Moi, je trouve que dans le débat français, on parle beaucoup, et c'est juste à mon point de vue, peut-être pour conclure, on parle beaucoup de la question des retraites et assez peu de la santé et de la dépendance. Et quand vous regardez les besoins de financement, aujourd'hui, en fait, ils sont beaucoup plus en réalité du côté de la dépendance, de la santé, comme de Aging Report ou d'autres types de projections. Et il y a assez peu de débats en réalité, alors que c'est quasiment mécanique. On le sait que sur la question de la santé, les effets du vieillissement, Patrick l'a dit, il y a une dépense par âge qui augmente et qui augmente tout au long de la vie et qu'elle est beaucoup plus élevée quand vous êtes en haut de la pyramide des âges. Donc on le sait à peu près, mais on n'a pas vraiment ce débat alors qu'on passe notre temps à parler des retraites et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Merci. Un mot de conclusion dont vous avez tout dit. Patrick, un mot pour conclure? Non, mais je crois qu'on a cerné le problème. Enfin, on l'a quasiment résolu, j'ai l'impression. Pas vraiment. Mais je crois qu'on a tous bien résumé le problème. On avait 6 actifs par retraité à la Libération. On va vers 1,3.
on avait une population très jeune, on va vers une population très vieille. Donc il y a un défi considérable et je crois que ce défi ne se réglera pas en trouvant de nouvelles recettes fiscales. Il se réglera de façon structurelle en dynamisant l'économie, en faisant. On n'a pas parlé de robotisation. La robotisation, c'est une piste. On est un pays très très peu robotisé. Les pays d'Asie qu'on devrait regarder pour leur réaction au vieillissement ont un taux de robotisation considérablement plus élevé que les pays européens, en particulier la France. Et on observe qu'ils n'ont pas, ils ont fait des gains de productivité et ils ont résisté au vieillissement qui est beaucoup plus rapide dans des pays comme la Corée et comme le Japon qu'en Europe. Merci de nous avoir éclairés et puis merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés.